la une de l'actualité nationale, depuis l'extradition du fils de Kadhafi, des soupçons de corruption entourent cette affaire. Certains journaux parlent de 20 millions de dollars. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans ce journal. À 2 jours de référendum en Crimée, les Américains menacent la Russie de sanctions si ce référendum a lieu. Le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dounia que nous ouvrons par ce communiqué de presse du Rasconi relatif à la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée demain 15 mars 2014. Cette année, la journée a pour thème « Fixons nos droits en matière de téléphonie ». L'objectif est de s'attaquer aux problèmes qui affectent le plus les consommateurs de services mobiles. Le téléphone portable est devenu un élément indispensable de nos vies. C'est pourquoi, au moment où le nombre d'utilisateurs avoisine les 7 milliards, le Rasconi s'interroge sur quel type de services bénéficieront les consommateurs nigériens. Sont-ils traités de manière équitable? Cet outil pratique devient de plus en plus important dans l'autonomisation des citoyens et des consommateurs. Avoir accès à la connectivité mobile est une nécessité qui dépasse à présent l'activité de loisir. Le Rasconi encourage le gouvernement à exiger des opérateurs de la téléphonie mobile des contrats équitables rédigés dans un langage clair, complet et accessible. 2. Permettre aux consommateurs d'en avoir pour leur argent. 3. Facturer les consommateurs de manière juste et transparente. 4. Donner aux consommateurs du pouvoir sur leurs propres informations. 5. Prendre en charge leurs réclamations. Par ailleurs, le Rasconi invite l'ARTP et le ministère de la Communication d'engager une véritable réforme institutionnelle en nous dotant d'un cadre législatif et réglementaire fort et de structures adaptées à la régulation du marché à la hauteur des défis des consommateurs dans notre pays. Je vous le disais, depuis quelques jours, une polémique s'installe à propos du fils de Kadhafi, le sieur Sadi, qui a été extradé en Libye. Mais le mal est que des soupçons de corruption entourent cette affaire. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, a apporté un démenti catégorique. Mieux, il a affirmé que les autorités ont décidé de porter plainte. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Cela dit, le ministère des Enseignements secondaires vient de procéder ce matin à l'installation officielle du cadre de concertation sur les enseignements secondaires. Objectif, créer une dynamique partenariale sur la bonne marche de l'école nigérienne. Le point avec Seyni Mekido Jibril et Soumaïla Dandi. Le gouvernement du Niger, dans la mise en œuvre du programme de renaissance, dans le volet éducation, notamment au niveau de l'enseignement secondaire, a tenu en octobre 2012 un forum national sur l'éducation. À l'issue de ce forum, il a été jugé utile qu'une dynamique partenariale doit être construite et entretenue dans un cadre serein de dialogue et de partage de visions afin de donner à l'école une image crédible. C'est répondant à ce souci que le ministère des Enseignements secondaires officie à travers cette rencontre l'installation du cadre de concertation sur les enseignements secondaires. Plusieurs missions sont assignées à ce cadre. Le cadre de concertation sur les enseignements secondaires est une instance consultative chargée de réfléchir et de faire des propositions dans le cadre de la mise en place de la politique du gouvernement en matière des enseignements secondaires. À ce titre, le cadre de concertation a un certain nombre de missions que je voudrais ici souligner. Il s'agit d'organiser et de renforcer le dialogue permanent et la concertation entre les acteurs et partenaires intervenant dans le sous-secteur des enseignements secondaires, de contribuer à une meilleure coordination des acteurs intervenant dans ce sous-secteur, de créer les conditions favorables à une vision partagée des enseignements secondaires entre les différents acteurs dans une dynamique de réflexion et de stratégie opérationnelle afin de garantir une meilleure réussite des actions engagées, d'œuvrer pour une meilleure mobilisation sociale en faveur d'une gestion optimale et rationnelle des ressources financières, humaines, matérielles et techniques dans un cadre partenarial dynamique pour accompagner de façon efficace et efficiente
le processus. Et il s'agit enfin de mettre en place un mécanisme d'appui concerté en harmonisant les approches, en uniformisant l'accompagnement et la complémentarité des actions de développement des enseignements secondaires. Le cadre de concertation sur les enseignements secondaires constitue un comité de réflexion et d'échange entre les acteurs et partenaires intervenant dans le sous-secteur des enseignements secondaires, notamment l'administration publique, les syndicats des enseignants et des scolaires, les parents d'élèves, les fondateurs d'écoles privées, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Et puis depuis quelques jours, une polémique s'installe à propos du fils de Kadhafi, le sieur Sadi, qui a été extradé en Libye. Mais le mal est que des soupçons de corruption entourent cette affaire. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, a apporté un démenti catégorique. Mieux, il a affirmé que les autorités ont décidé de porter plainte. D'autres précisions dans ce commentaire signé Idi Maman Siraji. Comme on s'y attendait, une certaine presse nationale et internationale s'en sont saisies pour donner une autre interprétation à cet événement. Les détracteurs de mauvaise foi se sont également emparés de l'extradition du fils de Kadhafi pour jeter leur probe sur les autorités nigériennes. Et analysons froidement les faits. Rien que les faits. C'est vrai, Sadi Kadhafi a été extradé. Mais posons-nous la question de savoir pourquoi. Primo, le Niger avait clairement dit à Sadi Kadhafi et aux autres officiers libyens de s'abstenir d'entreprendre tout acte qui nuirait aux relations entre Niamey et Tripoli. Or, les agissements de nos hôtes prenaient chaque jour un peu plus du relief. Le Niger a des preuves irréfutables qui montrent que Sadi Kadhafi et ses amis ne respectent pas les conditions de leur accueil au Niger. Le Niger ne veut pas être source de déstabilisation de ses voisins. Secondo, Sadi Kadhafi a été certes extradé, mais le Niger ne l'a pas fait à l'aveuglette. Le gouvernement a eu l'engagement formel de Tripoli que l'intégrité physique et les conditions d'un procès équitable seront garanties pour Sadi Kadhafi. Aussi, les démarches pour trouver un autre pays d'accueil ont été vaines. Tertio, Jeune Afrique, relayé par d'autres journaux nationaux, affirme qu'en échange de l'extradition de Sadi Kadhafi, 20 millions de dollars, soit 10 milliards de nos francs, ont été versés au Niger. Le journal Monde Afrique, lui, parle, tenez-vous bien, de 1000 milliards de francs CFA. Un canular qui ressemble bien à celui du milliard de francs virés dans le compte de la fille du ministre des Affaires étrangères. Quelles leçons alors peut-on tirer de cette affaire? Nous remarquons que certains prétendus experts en relations internationales se saisissent de l'extradition de Sadi Kadhafi pour distiller ça et là des informations alambiquées afin de ternir l'image du Niger. Les masques sont à présent tombés, puisque les journaux qui relaient Jeune Afrique sont très bien connus des lecteurs nigériens. Depuis le refuge de Sadi Kadhafi au Niger, il n'y avait aucun doute sur la clarté de la position du Niger vis-à-vis de la Libye. Ce qui révèle une fois de plus la constance de notre diplomatie dans sa vision des problèmes du monde. Qu'en est-il réellement? Tout le monde le sait. Dès le premier jour de Sadi Kadhafi au Niger, les Nigériens ont apprécié le courage politique du président Issoufou en refusant d'extrader Sadi. Les conditions d'un jugement équitable n'étaient pas encore réunies. La vision véhémente du problème libyen par le chef de l'État a dissipé toute ambiguïté quant à la position du Niger concernant les Libyens qui ont fui leur pays. Il y avait une nette différence d'approche entre les autorités nigériennes et certains responsables libyens qui voulaient la peau de Sadi. Dès le début, le Niger a refusé de s'empêtrer dans des thèses qui laissent croire que l'extradition de Sadi Kadhafi était une solution. Le président Issoufou Mahamadou, qui s'est exprimé à maintes reprises sur la presse internationale, a été clair. Sadi ne sera pas livré à la Libye tant que les conditions équitables pour son jugement ne sont pas réunies. Quand on fait de la politique, on assume bien sûr ses choix. C'est ce qu'a fait justement le chef de l'État du Niger. Mais le Niger exigeait aussi que Sadi et les siens restent tranquilles. Mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Alors, pourquoi cette cabale contre le Niger? Nous savons que l'expérience nigérienne en matière de diplomatie est devenue un tremplin dans la sous-région dérange. Aujourd'hui, l'aura du président Issoufou sur le plan régional et africain ne fait que monter crescendo.
Un ancien chef d'État d'un grand pays africain qui s'est confié à la délégation nigérienne à Addis Abeba priait la délégation nigérienne de transmettre les messages suivants au président Issoufou. Dites au président Issoufou Mahamadou qu'il devient pour nous un modèle et une référence dans la sous-région. En tout cas, l'engagement du chef de l'État nigérien dans le conflit malien avait suscité de nombreux commentaires. L'histoire lui a donné raison. Il y a des moments où la myopie de certains analystes et délateurs ne contribue pas à prendre au sérieux leur position. Autre aspect de cette édition, le Royaume d'Arabie Saoudite vient de faire ce matin un don de 38 camions aux forces armées nigériennes. Ce don vient ainsi témoigner de l'excellente relation qui existe entre l'Arabie Saoudite et le Niger. Nous retrouvons Hima Sebou et Issa Hassan pour le compte-rendu. Ce sont au total 38 camions, dont 20 camions citernes que le Royaume d'Arabie Saoudite vient de mettre à la disposition des responsables des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale afin de parfaire la mobilité des troupes et de faciliter les interventions de nos vaillantes forces armées nigériennes. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Niger, tout en relevant les bonnes relations qui unissent les deux peuples, a fait un bref rappel des actions faites par son pays à l'endroit du Niger durant les 5 dernières années avant de réitérer leur engagement à soutenir davantage le Niger sur le plan sécuritaire, surtout dans la zone sahélo-saharienne. Le Royaume d'Arabie Saoudite et le Niger sont liés par des relations de coopération et d'amitié très solides. Ce sont des relations qui se développent chaque jour et qui sont fondées sur le partage de deux peuples de la foi islamique et l'appartenance de deux pays à plusieurs organisations internationales et islamiques. Aussi, il y a une grande convergence de points de vue entre les autorités de deux pays sur plusieurs questions internationales. Ces dernières aides octroyées viennent comme une preuve tangible de la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays. Le Royaume accorde une importance particulière à ses relations avec le Niger. En soulignant la convergence de vie des deux États sur la question sécuritaire, le ministre de la Défense nationale a, au nom du gouvernement, témoigné toute la gratitude et la reconnaissance du peuple nigérien à l'endroit des autorités saoudiennes avant de rassurer que ces matériels seront utilisés à bon escient afin de permettre à nos forces armées d'assurer leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire. Ce matériel inestimable, pour lequel un véritable pont aérien s'était spontanément créé 2 mois durant, est composé de tout ce dont un soldat a besoin dans le cadre d'un engagement moderne est manifestement l'expression d'une très grande amitié, d'une fraternité islamique sans bornes et d'une immense générosité. Ce don destiné aux forces armées nigériennes et à la gendarmerie nationale permettra de parfaire la mobilité de nos troupes et d'augmenter la puissance de feu de nos unités. C'est véritablement la capacité opérationnelle de nos forces qui s'en trouvera ainsi confortablement améliorée. Ce don, qui vient à point nommé, permettra de renforcer davantage l'équipement de nos forces armées afin de mener à bien leur mission. Il témoigne aussi l'excellente relation qui existe entre le Niger et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Culture à présent, en prélude à la tenue de la 2e édition du Festival international du rire, Festirire, qui aura lieu ce samedi 15 mars au Palais du 29 juillet. Le promoteur du Festirire a organisé ce matin une conférence de presse. Objectif, présenter les artistes invités et souligner l'importance de cet événement. Nous retrouvons Moudi Moussa et Jamil Oumarou. Tout est fin prêt ou presque pour accueillir la 2e édition du Festival international du rire, le Festirire prévu ce samedi 15 mars au Palais du 29 juillet de Niamey. C'est du reste ce qui ressort de cette conférence de presse organisée à l'initiative du promoteur du festival qui, pour se faire rassure de la présence d'ores et déjà de l'ensemble des artistes nigériens et ivoiriens attendus dans le cadre de cet important événement. Le Festirire, c'est tout simplement un cadre d'échange et surtout de libre expression entre les artistes, les humoristes venant de l'extérieur et les humoristes nigériens. Bien, nous sommes à la 2e édition, comme vous le constatez, une 2e édition d'ailleurs qui est
placé sur le thème la paix en Afrique, puisqu'on en a besoin. Vous avez remarqué la présence, bien sûr, du grand frère Koro Abou, qui aujourd'hui est un baobab de l'humour en Afrique, qui a formé plusieurs humoristes. Et Mala Adamo, qui est là aussi, que vous connaissez tous, le plus grand imitateur des chefs d'État africains. On a à ma droite aussi notre ami, bien sûr, l'humoriste, comédien, conteur que tout le monde connaît, Saleh Ado, qui revient fraîchement de Massa, où il a représenté le Niger. Il y a Ramatoulaye Didier. Ces artistes qui promettent de donner le meilleur d'eux afin de faire au maximum éclater le public nigérien invitent par ailleurs la jeunesse à faire massivement le déplacement du palais du 29 juillet en vue de soutenir le brassage de la culture africaine. Je suis très ému, très heureux, très content d'être ici. Au Niger, c'est la première fois. Je me dis, bon écoute, c'est la culture. On peut ne pas être dans un pays et puis avoir ces images là-bas. Je sais que les Nigériens me connaissaient déjà. C'est moi qui ne les connaissais pas et j'ai décidé de venir les connaître à travers ce festival. Moi, je pense bien qu'ils vont m'accueillir. Je dis au public de venir voir, c'est la vérité. Et c'est un bon spectacle, et vous n'allez pas regretter. Donc on a des choses à vous dire, des choses qui vont vous faire rire, mais réfléchir. Parce qu'on ne fait pas seulement rire. Certes, on a besoin de rire, mais le rire que nous donnons dans cette soirée-là, c'est pour réfléchir après. Je leur demande de venir, de sortir massivement. Vous allez voir le président Alassane, vous allez voir le président Blaise, Mamadou Youssoufou, en tout cas tout le monde est là. Vous allez voir ces chefs d'État là. On peut vous donner avant vous-même. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs, je suis Alassane Ouattara, je vous invite, venez à ce festival. Nous allons faire le show, Korabou est là, Wangam, il va dégamer sur la scène. Également présent à cette conférence de presse, le président du Conseil national de la jeunesse, par ailleurs parrain de cette deuxième édition du Festi-Rire, a de son côté salué le sérieux des organisateurs du présent festival et confirmé le soutien de son institution à cet événement culturel inédit. Je voudrais d'abord remercier Eric pour avoir tenu parole pour la énième fois, il faut le dire, et pour toutes les fois où il a annoncé des artistes au niveau international, ils ont toujours répondu présent. Donc j'ai tenu à être à vos côtés pour dire merci à Eric parce que vous faites la fierté pour cette jeunesse nigérienne qui a tant besoin de rire. Vous savez, votre métier, il est très difficile. Et il faut être intelligent pour le savoir. Donner du rire aux gens demande une certaine intelligence. Déjà l'année passée, au CCOG, vous avez annoncé qu'il y aura une deuxième édition. Nous avons pris l'engagement d'être à vos côtés. Nous le sommes. Nous allons faire en sorte que votre événement soit une réussite et vraiment profiter de cette occasion pour féliciter aussi les artistes étrangers qui ont répondu. Une soirée qui promet d'être époustouflante au vu notamment de la détermination de tous ces artistes à faire de cette deuxième édition du Festi-Rire une réussite historique jamais égalée. Actualité internationale à présent, ils campent sur leur position, Russes et Américains. Les Russes par la voix de Sergueï Lavrov qui rencontre aujourd'hui John Kerry à Londres. Sergueï Lavrov qui affirme que les Russes respecteront le choix des populations de Crimée. On écoute le chef de la diplomatie russe. À propos du référendum qui va avoir lieu dimanche en Crimée, le président Poutine a déjà dit que nous allons respecter le choix des peuples de la Crimée. Et une fois que les résultats du référendum seront connus, alors nous parlerons de notre position. Pour les Américains, si le référendum a lieu, il y aura des sanctions contre la Russie. C'est ce qu'a dit John Kerry à Sergueï Lavrov. Les Américains, pour qui ce référendum n'est pas légal. On écoute à présent le chef de la diplomatie américaine. Le point de vue des États-Unis sur le référendum prévu dimanche est très clair. Nous croyons que ce référendum est contraire à la Constitution de l'Ukraine, contraire au droit international, qu'il est même une violation du droit international
C'est un référendum illégitime et comme le président l'a dit, c'est illégal en vertu de la constitution ukrainienne. Ni nous, ni la communauté internationale ne reconnaîtront les résultats de ce référendum. Et puis ce scandale en Irak, dès l'âge de 9 ans, les petites filles pourraient être mariées. Un projet de loi qui doit être encore approuvé par le Parlement. Autre mesure controversée, le texte interdit à la femme de sortir du foyer sans l'autorisation de son mari et facilite aussi la polygamie. Suivez plutôt. Les petites irakiennes mariables dès l'âge de 9 ans. Le projet de loi Jafari a été approuvé par le gouvernement le 25 février dernier. Un véritable scandale pour cette militante des droits de l'homme. Nous pouvons dire que le projet de loi représente un crime contre l'humanité. C'est un crime car il contient des textes et des règles qui contredisent totalement l'esprit de l'âge. Je pourrais aussi dire que c'est un crime contre l'enfance. Le projet viole leur innocence. Le texte va même plus loin. En cas de divorce, il accorde la garde des enfants automatiquement au père. La loi a provoqué une vive réaction, surtout chez les femmes. Elles étaient des centaines à manifester ces derniers jours, comme cette mère de famille qui refuse de marier sa fille si jeune. À cet âge, elle n'est pas en mesure de comprendre ou d'entreprendre les affaires de mariage physique ou mental. Elle n'est pas en mesure de supporter la vie conjugale. Lui demander d'endurer cela reviendrait à la tuer. Mais selon le texte, c'est la puberté qui rend les fillettes aptes au mariage. Par cette loi, le gouvernement dit vouloir contrôler les unions illégales. Nous ne sommes pas responsables des mariages d'enfants qui ont lieu en dehors des cadres officiels. Par l'introduction de ce projet de loi, nous voulons limiter ou empêcher de telles pratiques. C'est désormais au Parlement de se prononcer. Dans un pays où c'est l'instance religieuse qui préside l'autorité maritale, les divorces et les successions. Direction la France où il fait un temps magnifique à Paris, mais difficile de voir la Tour Eiffel ou encore le soleil, et ce pour cause de pollution. Le seuil d'alerte maximale de particules a été dépassé dans plus d'une trentaine de départements. Petites irakiennes mariables dès l'âge de 9 ans. Le projet de loi Jafari a été approuvé par le gouvernement le 25 février dernier. Un véritable scandale pour cette militante des droits de l'homme. Nous pouvons dire que le projet de loi représente un crime contre l'humanité. C'est un crime car il contient des textes et des règles qui contredisent totalement l'esprit de l'âge. Je pourrais aussi dire que c'est un crime contre l'enfance. Le projet viole leur innocence. Le texte va même plus loin. En cas de divorce, il accorde la garde des enfants automatiquement au père. La loi a provoqué une vive réaction, surtout chez les femmes. Elles étaient des centaines à manifester ces derniers jours, comme cette mère de famille qui refuse de marier sa fille si jeune. À cet âge, elle n'est pas en mesure de comprendre ou d'entreprendre les affaires de mariage physique ou mental. Elle n'est pas en mesure de supporter la vie conjugale. Lui demander d'endurer cela reviendrait à la tuer. Mais selon le texte, c'est la puberté qui rend les fillettes aptes au mariage. Par cette loi, le gouvernement dit vouloir contrôler les unions illégales. Nous ne sommes pas responsables des mariages d'enfants qui ont lieu en dehors des cadres officiels. Par l'introduction de ce projet de loi, nous voulons limiter ou empêcher de telles pratiques. C'est désormais au Parlement de se prononcer. Dans un pays où c'est l'instance religieuse qui préside l'autorité maritale, les divorces et les successions. Veuillez nous excuser pour ces petits soucis techniques. Avant de clore ce journal, on fait le point de cette journée de la 35e édition de la lutte traditionnelle avec notre chroniqueur sportif, Damana Abdoulaye, joint par téléphone depuis Difa. Ce qu'on peut retenir de cette 7e et dernière journée de compétition interrégionale de la 35e édition du sabre national, retenez tout simplement que dans un premier temps, dans la matinée, la région haute de cette 35e édition du PA croisait le fer avec celle de Niamey. C'est Niamey qui est sortie victorieuse avec 8 victoires et contre 2 pour Difa. La deuxième partie toujours de cette matinée a opposé les lutteurs de Maradi à ceux de Tilaberi. Ils se sont quittés sur un score de parité de 5 victoires chacune. L'après-midi, Zander aligné ses lutteurs
face à ceux d'Agadez. Zander est sorti victorieuse avec 7 victoires contre 3 pour Agadez. La deuxième rencontre toujours de cet après-midi a opposé les lutteurs de Tawa à ceux de Dosso. Tawa a tiré son épingle du jeu sur un score de 5 victoires plus un match nul contre 4 victoires plus un match nul pour Dosso. Voilà en somme le point de cette 7e et dernière journée du championnat national de lutte traditionnelle. Après 7 jours de combat, le classement est ainsi qu'il suit. La région de Niamey est première avec 162 points. Dosso est deuxième avec 138 points. Tawa est troisième avec 134 points. Zander est quatrième avec 108 points. Suivi de Maradi, cinquième avec 103 points. Tiladeri est sixième avec 83 points. Difa, qui est la région haute de cette édition, est septième avec 80 points. Et Agadez ferme la marche du podium avec 39 points. Pour la liste de lutteurs invaincus, retenez tout simplement que à l'issue de cette 7e journée, il ne reste que 6 lutteurs en liste pour cette 35e édition du sabre national. 6 lutteurs invaincus, dont 3 à Niamey. Il s'agit de Yacouba Adamou, 27 ans, 89 kilos. Ça lui fait déjà 6 ans qu'il jauge son niveau dans les arènes nigériennes. Il est un fin technicien, il est physique, plusieurs fois champion dans sa catégorie. Otolac, finaliste malheureux à la 33e édition à Maradi, face à un certain Lamine Maïdaba. Donc c'est là Yacouba Adamou, il peut aller jusqu'en finale. Le deuxième lutteur de Niamey qui n'a pas encore franchi le sol, il s'agit de Sabo Abdou, 26 ans, 91 kilos. Ça lui fait déjà 3 ans qu'il compétit dans l'écurie de Niamey. Il est aussi physique, un peu technique, surtout au niveau de l'arraché. Le troisième et dernier lutteur de l'écurie de Niamey, il s'agit de Adamou Abdou, 21 ans, 5 kilos. C'est sa deuxième année. Il est physique, engagé et déterminant. Il est apparemment le lutteur le plus en forme de cette 35e édition. Les anciens peuvent désormais craindre ce jeune. Il n'a que 21 ans, il fait 5 kilos et il peut faire très mal. Pour la région de Tawa, nous avons un seul lutteur invaincu. Il s'agit de Suleiman Hashimou Rabgardama, 26 ans, 89 kilos, physique, vigilant, reconnu pour ses petits crochets avant d'arracher le pied de l'adversaire et l'entraîner vers le sol. Au niveau de la région de Tiladeri, nous avons un lutteur aussi invaincu, non de moindre, c'est le ténor de l'écurie de Tiladeri. Il répond au nom de Saleh Daouda, 26 ans, 89 kilos, athlétique, physique, trop technique, surtout en dessus de la ceinture. Très combatif, surtout au niveau des membres inférieurs. Au niveau de la région de Dosso, nous avons aussi un chasseur invaincu. Il s'agit de Ibrahim Namata. Il a 25 ans, il fait 5 kilos, il est élancé. C'est sa première participation, calme, un peu physique et trop engagé dans les contre-attaques. C'est vrai que c'est sa première édition, mais Ibrahim Namata est déjà dans la force des grands. Pour la journée de demain, retenez tout simplement qu'avec les 6 lutteurs que nous avons, de facto demain matin, c'est la pause pour tous les lutteurs. Et l'après-midi, on va engager, Inch'Allah, les quarts de finale. Pour le moment, les possibilités qu'il y a pour ces quarts de finale, comme Niamey a 3 lutteurs invaincus et 3 autres sont des autres régions, forcément, un lutteur de Niamey va tirer le repos avec un autre lutteur d'une autre région. Et en ce moment, il va rester 2 lutteurs pour la région de Niamey qui vont compétir avec 2 autres lutteurs des 2 régions. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide de toute la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Très belle fin de soirée et bon début de week-end à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.